Moussa Tine, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Alliance démocratique Pencho. Vous êtes aussi juriste politiste. C'est un plaisir de vous accueillir à l'émission Objection. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Inutile de vous dire tout le plaisir qui est pour moi de partager toujours cette heure d'échange avec toi et sur les zones de Sud FM. Alors, Moussa Tine, une actualité en chasse une autre. Nous parlons d'abord de ce découpage administratif. Aujourd'hui, il y a de vives tensions sur le terrain, notamment à Bambilor, suite à cette décision qui a été actée par le gouvernement du Sénégal. Avec le recul, quelle appréciation faites-vous de ce découpage? Merci encore. Je pense que la première chose qu'il faut relever, c'est que nous avons en face de nous des gens qui ont une mauvaise intelligence de la gouvernance. C'est-à-dire? La gouvernance moderne, elle a changé. On ne peut plus décider et imposer des décisions aux populations. C'est le cas? C'est exactement le cas. Pourquoi? Vous ne pouvez pas vous lever un beau jour et décider que tel quartier va appartenir à telle commune et tel autre quartier va appartenir à telle commune et tel autre quartier. J'ai même vu la convocation du conseil municipal par la voie d'urgence pour demander au conseil de venir post-ante donner son avis sur une décision qui a déjà été prise. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le monde, la démocratie représentative traverse une crise partout dans le monde. C'est ça qui explique le problème de la crise des Gilets jaunes en France. C'est ce qui explique les contestations qu'il y a eu récemment dans notre pays. C'est ça qui explique les contestations qu'il y a ici et là lorsque vous octroyez des terres et des populations à des industries et autres. Il y a aujourd'hui un besoin exprimé et assumé des populations de gérer eux-mêmes leurs propres affaires. C'était d'ailleurs ça l'esprit de la décentralisation. Donc aujourd'hui, les populations veillent eux-mêmes sur leurs intérêts, veillent eux-mêmes sur la gouvernance qui leur est appliquée, veillent eux-mêmes sur les intérêts locaux qui les engagent. Donc, ça ne relève pas de l'intelligence de la gouvernance que de vouloir se lever un beau jour et décider comme ça à la place des populations, surtout lorsque vous décidez de quelque chose qui concerne les terres, qui concerne les terroirs, qui concerne les solidarités sociales, justement à la base. Et concrètement, est-ce que c'est pertinent une telle initiative? Alors, pas du tout pour deux raisons. D'abord parce que simplement, le justificatif n'est pas vertueux. On est exactement dans une technique de ce qu'on appelle, les Américains appellent le gerrymandering. C'est-à-dire que vous faites un découpage en fonction des intérêts électoraux. C'est très connu aux États-Unis, c'est très connu justement par les professeurs de droit, ceux qui sont justement dans l'ingénierie juridique. Vous vous débrouillez, par exemple, vous regardez dans telle zone je suis très fort, dans telle autre je suis très faible, vous mettez la zone où vous êtes très fort avec la zone où vous êtes très faible. De sorte que vous finissiez par faire un découpage au plan local qui fasse que vous remportez l'ensemble des circonscriptions électorales. En fait, le gerrymandering, ça rappelle en fait le margoya. Quand vous regardez après la carte, vous vous rendez compte qu'il n'y a aucune cohérence justement dans le découpage qui a été administré. Ce qui a été à la base de cela, c'est de faire des combinaisons qui fassent que vous puissiez gagner l'ensemble des collectivités territoriales qu'il y a. C'est ça que les Américains appellent le gerrymandering. Et c'est exactement ça qu'on est en train de faire. Vous soupçonnez des soubassements politiques? Politiciens d'ailleurs. Et la deuxième chose, c'est que la personne qui le fait n'était pas la bonne personne, c'était pas la personne indiquée. Je ne vois pas d'ailleurs pourquoi... Vous y voyez un conflit d'intérêts? Absolument. Le ministre lui-même commence par la zone qui est sa propre zone. Lesquels? Il est de Sangalkam, il est de la zone, il a des adversaires politiques aussi bien au niveau de son parti qu'à l'extérieur de son parti, aussi bien au niveau de sa mouvance qu'à l'extérieur de sa Vous voulez parler du contentieux qui lie Bambilor à Sangalkam? Exactement, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que moi-même, je me gêne souvent à relever ces choses-là au nom de la République, au nom de l'unité nationale et au nom justement de tout ce qui fait que nous devons rester ensemble sans tenir compte justement de nos appartenances ou de nos liens de terroir. Mais il y a un certain nombre de problèmes qui relèvent de la réalité. Ce n'est pas imaginaire, c'est des choses qui sont vécues par les populations, c'est des choses que les uns et les autres vivent tous les jours. Donc, ce n'était pas indiqué qu'une personne qui est partie ou qui a un intérêt particulier, justement, commence cette réforme-là, justement, par cette zone-là, et sans auparavant avoir discuté avec les uns et les autres, les imams, les groupes, les AIC qui sont sur place, les chefs de quartier et autres. Il faut impliquer les populations dans les décisions qui les concernent. Oui. La dernière chose, c'est que
Je ne sais pas ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, nous avons tous pris conscience que ce n'est pas avec les petites entités qu'on peut faire le développement. D'ailleurs, c'était ça l'esprit des assises. Et c'est ça d'ailleurs qui explique les 6 branches qu'il y a sur l'étoile, sur l'emblème de Pédio. Oui. Pourquoi? Parce que simplement, rappelez-vous dans les assises, on a dit nous avons au Sénégal 6 zones écogéographiques. C'est-à-dire c'est la Casamance, c'est la région orientale, c'est le Fouta, c'est le Ferlo, c'est le bassin arachidier et c'est le centre administratif ouest. Et on voulait impulser le développement du pays à partir justement de ces zones-là. Donc, l'idée de réfléchir à partir de grands ensembles, au-delà justement de la logique panafricaine, était aussi devenue une logique interne, une logique nationale. Oui. Donc je ne vois pas pourquoi de plus en plus, Dakar qui fait moins de 0,1% du territoire national, on va continuer encore à le subdiviser en de petites localités qui ne seront pas viables au plan fiscal, ni au plan budgétaire, ni au plan justement il va falloir le démontrer, Moussa. Non seulement il va falloir le démontrer, mais au regard également de l'argument développé par le gouvernement du Sénégal autour de la présentation du projet de découpage, en parlant de l'éclatement de la commune de Diakhaï, Parcelles et Niakourap. Voilà ce qui est dit. C'est déjà l'argumentaire. C'est pas vraiment ça le problème. C'est-à-dire dire qu'en fait, on ne peut gouverner les gens que administrer que de près, c'est tout à fait vrai. Nous avons aujourd'hui toute la région de Dakar est moins importante en termes de superficie qu'un seul département de Tambacounda. Il y a un préfet qui l'administre. Il y a des élus qui administrent justement cela. Non, le problème ne se pose pas à ce niveau-là. Le problème, il est où? Le problème, il est dans des intérêts électoraux. Ah oui? On se bat pour organiser des localités de sorte à pouvoir, d'abord, premièrement, régler des problèmes de divergence entre les leaders à la base, premièrement, et deuxièmement aussi, faire en sorte justement d'organiser des circonscriptions électorales de sorte à pouvoir les gagner. Et la bataille qu'il faut mener d'ailleurs, aujourd'hui, les élus, tous les élus, et notamment l'État, passent son temps à faire des sondages. Ah oui? Ils savent exactement les sensibilités des populations dans chaque zone. Et c'est en fonction de ces résultats, de ces sondages, que l'État prend des décisions. Et c'est pour ça que la bataille qu'il faut aujourd'hui mener, c'est la bataille de la publication, de l'autorisation de publier les sondages. Tant qu'on ne le fait pas, nous ne serons pas dans la transparence dans la vie publique. Ça a déterminé le comportement de l'État pour décider qui et qui va être candidat. Ça a décidé le comportement de l'État lorsqu'il s'est agi de mettre en place le sondage. Ça a décidé du comportement de l'État lorsqu'il s'est agi du cas Karim Wade ou du cas effectivement Khalifa Sall. À chaque fois, l'État avait des données que les populations n'avaient pas. L'État passe son temps à faire des mesures d'opinion et à ajuster ses politiques en fonction de cela. Oui. Il est important, et c'est une des batailles démocratiques qu'il nous faut mener, il est important aujourd'hui qu'on demande l'autorisation et qu'on obtienne l'autorisation de la publication justement des résultats des sondages. Et qu'un groupe comme Sud FM puisse organiser un sondage. Que les autres organisations de la société civile puissent organiser des sondages. Parce que ça rend transparent la vie publique et ça permet effectivement aussi un égal accès de l'information à l'information pour tous les citoyens. Et une meilleure gouvernance. Absolument. À l'épreuve. Oui, absolument. Mais et l'argumentaire qui est développé par le gouvernement, nous y sommes et nous y restons parce que dans le contexte et le justificatif qui a été donné, ils ont parlé de décisions prises à la suite de visites du chef de l'État à Keur Massar avec les inondations qui ont été notées. En conclusion, c'est de rattacher les citoyens de l'administration. Alors, vous en pensez quoi? Il y a deux choses qui sont différentes. Oui. Lorsque le président s'est rendu d'abord à Keur Massar, il faut d'abord qu'on m'explique quel est le justificatif qu'il y a entre inondation qui relève juste d'une faiblesse de l'État, d'une faiblesse des politiques publiques, d'une défaillance des politiques publiques qui a conduit justement à ces inondations-là, et la nécessité justement de procéder à cette subdivision territoriale, premièrement.
Deuxièmement, ce que le président avait annoncé ne relève pas de la décentralisation, ça relève justement d'une autre organisation administrative, la déconcentration. Il avait annoncé qu'on va ériger Keur Massar en département. Je n'étais pas d'ailleurs d'accord pour ça. C'est quand une population, quand vous regardez, et le président, c'est ça peut-être le président, souvent son problème, il est toujours sur les réseaux sociaux. Il y a justement tout un mouvement sur les réseaux sociaux qui a demandé que Keur Massar soit érigé en département. Érigé Keur Massar en département, c'est une technique de déconcentration. Ça veut dire juste qu'il faut en faire un département et nommer un préfet à la tête de ce département. Ça n'a rien à voir avec les circonscriptions qui relèvent de la décentralisation, qui relèvent justement des collectivités décentralisées. Mais ça n'a absolument rien à voir. La déconcentration est un élément de la décentralisation. Non, c'est deux techniques qui sont différentes. Oui, mais qui peuvent être oui, absolument. Oui. Donc, on peut laisser ériger. Rien n'empêche que Keur Massar soit érigé en département. Oui. Et que le reste justement que les communes qui se trouvaient dans ce département restent des communes telles qu'elles étaient déjà. Rien ne s'y oppose. Maintenant, si vous voulez profiter justement de cela pour aller faire autre chose, je dis il y a effectivement un problème. Et la deuxième chose, c'est que j'ai l'impression que quelque part le gouvernement est juste dans une logique d'expérimentation. De ce que nous savons, et des rumeurs qui circulent, fondées d'ailleurs, qui circulent, le projet ne s'arrête pas simplement à Keur Massar. La subdivision de Dakar est aussi envisagée. Ah oui? Donc si ça passe là-bas, rien ne s'oppose à ce que on essaie la même expérience effectivement aussi au niveau de Dakar, juste toujours pour une logique électoraliste et politicienne. C'est pour ça qu'effectivement, la bataille qui se passe au niveau de Keur Massar n'est pas une bataille de Keur Massar. Ce n'est pas une bataille seulement des populations des localités. C'est une bataille nationale, c'est une bataille de tous ceux qui sont avertis et tous ceux qui sont intéressés par la vie publique. Parce que simplement, notre organisation administrative qui relève justement d'un principe constitutionnel, on ne peut pas l'envisager sous l'angle simplement de besoins et de revendications locales. Oui. Ça ne peut pas être ça. Et en restant sur les faits, le maire de la commune de Bambilor, à la suite justement du conseil municipal, a donné les résultats suivants, que plus de la majorité de ce conseil ont rejeté. Il n'y a que 11 sur 37. Donc la majorité a rejeté justement le projet. Quelle est la suite sur le plan juridique? Le problème, c'est que ça ne lie pas d'ailleurs l'État dans tout cela. C'est-à-dire que c'est un avis obligatoire, mais qui est un avis qui n'est pas conforme. C'est la première chose. La deuxième chose d'ailleurs, c'est pas ça qu'il faut prendre en considération. Ce qu'il y a à prendre en considération d'ailleurs, au-delà justement des élus qui sont là-bas, c'est en fait le rejet spontané des populations elles-mêmes de ce projet. Ça veut dire qu'on ne les a pas associés. Ça veut dire qu'on veut décider et on veut décider contre leur propre gré. Personne ne peut faire le bonheur d'un peuple contre son propre gré. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la bonne intelligence moderne de la gouvernance, c'est de prendre en compte de façon participative les avis des populations. Pas après avoir décidé, mais avant. Et ça, on commence à s'y habituer. C'est ça qui nous est arrivé aussi avec la suppression du poste de Premier ministre. Aujourd'hui, on se rend compte que nous avons beaucoup de problèmes de gouvernance parce qu'en fait, il n'y a pas un niveau de coordination de l'activité gouvernementale au-delà du chef de l'État qui lui-même est injoignable par d'ailleurs la nature de sa fonction. Il a été en campagne électorale, il n'en a jamais parlé, il n'a jamais fait état de ce projet-là. Il gagne, il change totalement la nature de notre régime politique en dehors de tout débat et en dehors de tout échange avec les acteurs politiques et les acteurs institutionnels. Oui, mais alors Moussa Tine, qu'est-ce qui se joue alors présentement en termes d'enjeux? Est-ce que, oui, on risque d'aller, au moins d'assister à des conséquences sur le plan électoral? J'aime bien votre question, Bayama. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en termes d'enjeux, quel est l'enjeu aujourd'hui au Sénégal? Tout l'enjeu, c'est le pétrole. Ah oui? C'est rien d'autre. Quel est le lien? Alors, je vais vous dire le lien. Le lien, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal a une signature. Toutes nos ressources, recettes ordinaires, on l'utilise pour fonctionner. Et on emprunte sur le marché. On emprunte pour investir. D'ailleurs, de très mauvais investissements. Très, très mauvais. On y reviendra où si vous voulez. J'ai beaucoup de problèmes avec ce qu'on est en train de faire. Alors, aujourd'hui, si vous êtes capable d'emprunter et si les gens acceptent de vous prêter, c'est parce que vous êtes obligé de montrer que vous êtes là et vous serez là. Donc, on laisse le signal qu'on ne part pas. On ne part pas. On va être là. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'on ne peut pas être candidat. Parce que l'avantage, l'argument qui est avancé pour dire qu'on ne peut pas être candidat, ça ne tient pas la route. C'est même un contre-argument par rapport à l'objectif qui est visé.
Dire que si je dis je suis candidat, les gens ne vont pas travailler, non, c'est absolument faux. Si vous dites que vous n'êtes pas candidat, les gens savent que vous ne cherchez plus rien. Vous avez les coups de franche pour prendre toutes les décisions, y compris les décisions les plus impopulaires, parce que vous ne cherchez pas à vous faire réélire. Donc, c'est même un contre-argument. Alors, donc, ça, c'est la normalité. Oui, évidemment, nous ne sommes pas dans une république normale, si c'est ça que non, vous c'est voulez dire. en question. Oui, en question. Oui, je sais très bien, oui, je comprends très votre question. Je dis oui. Normalement, si quelqu'un, et c'est dans tous les pays, le dernier mandat permet au chef de l'État en exercice de prendre toutes les mesures et de prendre les mesures fortes qui permettent justement de remettre et de créer des paradigmes nouveaux. C'est la vérité. Alors, dans notre cas de figure, on nous dit non, si je le dis, les gens ne vont pas travailler. Non, c'est-à-dire la vérité, c'est que si vous le dites, ceux qui sont aujourd'hui aux aguets sur le pétrole ne vous donnent plus d'argent. On ne vous prête plus de l'argent. Vous êtes obligé de garder le suspense sur votre candidature, dire que je serai candidat pour pouvoir discuter avec les gens. Et la deuxième chose aussi, c'est que les gens, j'ai l'impression qu'ils se disent, écoutez, je suis aujourd'hui là, il y a toute la manne pétrolière qui va arriver, les premiers barils du pétrole, lorsqu'ils sortiront, je ne serai pas là. Et donc, il faut que j'en profite moi-même aujourd'hui. Et on crée les conditions justement pour en profiter. Donc, en réalité, les premières ressources du pétrole vont aider à payer les dettes contractées par Macky Sall. C'est ça la vérité aujourd'hui. On emprunte beaucoup. On n'emprunte pas sur la base des résultats économiques, mais on emprunte parce que simplement on dit aux gens, nous avons les ressources du pétrole qui vont arriver et avec ces ressources, nous sommes capables de payer. Donc on anticipe sur des dépenses qu'on devrait faire plus tard. C'est le premier argument. C'est le premier argument. Oui. Le deuxième argument sur justement cette affaire, c'est qu'en fait, on est aussi obligé de créer les conditions ou pour qu'il n'y ait pas d'élection avant 2024, ou faire en sorte que, même si on devait avoir des élections locales ou des élections législatives, les gagner. Parce que si vous perdez les élections locales ou si vous perdez les élections législatives, ça donne un argument et ça présage des résultats des élections de l'élection présidentielle. Ça veut dire que si demain le président Macky Sall présente justement des candidats aux locales, il perd les locales, ils sont minoritaires. Il se présente aux législatives, il perd la majorité de gouvernance au niveau de l'Assemblée nationale. Immédiatement, les gens vont savoir qu'il n'a plus la majorité et que donc son parti ne sera plus. Et donc, immédiatement, il n'est plus l'interlocuteur, justement, de ceux qui ont aujourd'hui les mannes financières et qui parlent à notre pays et qui acceptent, justement, de prêter à notre pays de l'argent. Donc, on est dans ce calcul-là. On est dans ce calcul, c'est ça l'enjeu. Toute l'attitude justement du pouvoir actuel, c'est de garder ce suspense-là, c'est-à-dire de garder dans la posture, de rester dans la posture de celui qui est là au-delà de 2024, de sorte à pouvoir être un interlocuteur crédible aux yeux justement des institutions de près. Alors, aux yeux des institutions, vous avez justement décliné les arguments pour parler d'enjeux autour justement de ce contexte, mais également en perspective des élections locales. Mais un autre sujet agité ces derniers jours, c'est le fichier électoral. Fichier électoral, l'opposition Moussatine a demandé et obtenu l'audit du fichier par des étrangers. Alors, les conclusions, mises à part quelques observations et recommandations, demeurent fiables. Pourquoi ne pas vous focaliser sur l'application des recommandations que sur le rejet pur et simple de la fiabilité du fichier électoral? Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en réalité, le problème qu'il y a, c'est un problème justement d'approche. Ce que les auditeurs disent, parce qu'eux, ils ne faisaient pas l'évaluation du processus électoral. Ils faisaient juste l'évaluation du fichier électoral. Et quand ils ont regardé le fichier, ils ont relevé un certain nombre de choses. Il n'y a pas de doublons, il n'y a pas de tel, il n'y a pas de mineurs, il n'y a pas et autres. Et parce que ça, c'est une lecture froide, juste matérielle, justement, de ce qu'on a trouvé dans le fichier électoral. C'est vrai, on ne peut pas le reprocher, en tout cas, à mon avis. Par contre, ils n'ont pas la même approche de ceux qui ont eu le vécu de la confection du fichier électoral. Combien sont-ils de Sénégalais qui n'ont pas pu aller voter ce jour-là parce que simplement on avait mis sur le carte d'électeur qu'ils n'étaient pas inscrits sur les listes électorales? Combien sont-ils? Combien sont-ils à ne pas pouvoir, n'avoir pas pu trouver leur lieu de vote ce jour-là, le jour justement du scrutin? Donc, au-delà justement de cette lecture objective, strictement matérielle justement du contenu du fichier électoral, il y a toute l'histoire qui est liée justement à la confection de ce fichier, de ce fichier électoral. Combien sont-ils aujourd'hui à avoir eu leur
parrainage invalidé parce que simplement il y a eu une rupture d'égalité dans l'accès à l'information sur le fichier électoral. Donc il y a un certain nombre de problèmes. Ceux qui ont vécu cela, ceux qui ont perdu des élections, ceux qui ont raté leur candidature à l'élection présidentielle ne peuvent pas en avoir le même ressenti que ceux qui sont venus de l'extérieur et qui ont eu une lecture juste plongeante du fichier électoral. Ce sont les points de désaccord qui peuvent entacher justement la fiabilité de l'élection ou bien? Exactement, c'est ça, justement ça le problème. Et moi, d'ailleurs, je suis pour autre chose aujourd'hui. Quoi? Je pense que nous devons travailler à renforcer la Sénat et à lui confier la gestion du fichier électoral. Oui, la Commission électorale nationale autonome. Et à lui confier. C'est-à-dire tout ce qui relève de l'organisation matérielle du scrutin doit être confié au ministre de l'Intérieur parce que c'est le ministère de l'Intérieur qui en a les moyens. Mais la Sénat est déjà dans le processus. Oui, il est dans le processus comme organe de contrôle. Oui. Mais il faut qu'il devienne un organe de gestion d'un certain nombre de procédés et d'outils qui relèvent des élections. Le fichier lui-même, je ne parle pas du fichier des cartes nationales d'identité, mais le fichier électoral lui-même doit être confié à la gestion de la Sénat. À quelle fin? Pour des raisons justement de transparence. Parce que nous ne nous entendrons jamais tant qu'en fait, parce qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas. Il y avait un acquis que nous avions. C'est que le ministre de l'Intérieur devait relever de la société civile, devait être une personne indépendante. Et autonome. C'était un gentleman agreement. Aujourd'hui, du fait des pouvoirs du président de la République, personne ne peut le contraindre à respecter ce gentleman agreement qu'il y a entre les différents acteurs politiques. Dès lors que vous confiez justement ce fichier à un politique ou à quelqu'un qui est informé au président de la République, la question de la transparence du fichier va continuer à se poser. Nous avions nous avions le ministre Aly Ngouille Ndiaye qui était acteur politique assumé, maire d'une ville. Évidemment, la relation de confiance ne peut pas être pareille que celle que nous avions avec le général Niang ou avec le général Lamine Cissé. Ce n'est pas possible. Macky Sall lui-même a toujours demandé à ce que le ministre de l'Intérieur soit aussi une personne indépendante. Quand il était dans l'opposition. Il ne veut pas le faire. Mais là, sa position est restée intacte. C'est-à-dire, aujourd'hui, il ne cède pas sur cette question. Absolument. Et il n'a pas l'intention de céder justement sur cette question-là. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, je pense qu'il nous faut faire un pas de nouveau. Et Macky Sall nous doit cela. C'est-à-dire, Macky Sall, c'est le seul président de la République qui, à la fin de son mandat et de son règne, je l'appelle véritablement un règne en 2024, sera le seul président à n'avoir rien laissé de plus sur le bilan démocratique du Sénégal. Ah oui? Ah oui, quelle est la réforme de taille majeure que le président Macky Sall a initiée depuis qu'il est là? La nouvelle constitution. La nouvelle constitution, d'abord, ce n'est pas une réforme, premièrement, démocratique. Elle n'a rien apporté de nouveau sur la démocratie, justement, dans notre pays. Et les quelques innovations qu'elle avait apportées, le président Macky Sall est en train, justement, aujourd'hui, de les mettre en doute et de refuser, justement, de les appliquer. La décentralisation. On n'est pas allé plus que... C'est-à-dire que nous avons eu aussi une décentralisation qui était taillée sur mesure. On avait un candidat gênant qui s'appelait Khalifa Sall au niveau de Dakar. On a créé l'acte 3 de la décentralisation pour affaiblir Dakar et affaiblir le maire de Dakar. L'OFNAC a commencé justement à faire un travail. Vous n'entendez plus parler d'OFNAC. La première fois que l'OFNAC a voulu rendre un rapport, le président Macky Sall lui-même s'y est opposé et quelqu'un même a perdu son poste à cause de cela. On n'est pas encore dans cela. C'est-à-dire que la gouvernance moderne, ce n'est pas des volontés personnelles exprimées. C'est des systèmes et des principes de gouvernance qu'on met en place et on décide soi-même de se conformer justement à ces principes qu'on a posés. Il faut accepter la contrainte de la loi. C'est l'hyper-personnalisation du pouvoir. Le président Mamadou Ndoye me disait qu'en fait, au Sénégal, on n'élit même pas un président de la République, on élit un roi. Et Macky Sall a une conception absolument totalitaire et jouissive du pouvoir. Ah oui? C'est-à-dire que non, regardez, nous avons le seul gouvernement où vous sortez demain dans la rue, vous interrogez les gens sur les noms des ministres, vous dites quel est le ministre de telle chose, vous avez 70% de chances d'avoir des gens qui ne connaissent pas les ministres et les départements. C'est le président qui est élu aussi. Oui. C'est lui qui engage sa responsabilité
vis-à-vis des Sénégalais. Justement, dans notre système actuel, le président de la République n'engage aucune responsabilité vis-à-vis de qui que ce soit. Oui, mais... Nous avons un président totalement irresponsable qui conduit toutes les politiques de la nation, qui prend toutes les décisions, mais qui est irresponsable devant toutes les institutions. Ni la Cour des comptes ne vérifie ses comptes, il n'est pas responsable devant l'Assemblée nationale, il n'est pas responsable, il n'est pas justifiable sauf en cas de haute trahison, et la haute trahison n'est pas définie dans notre pays. Alors que la démocratie moderne s'appuie sur un paradigme, un principe majeur, c'est que celui qui a le pouvoir, la responsabilité suit le pouvoir, doit en répondre. Vous ne pouvez pas assumer aujourd'hui un pouvoir justement sans en répondre. Je parle c'est lui qui est élu. Oui, je suis d'accord qu'il est élu. Oui. Mais que faites-vous de la délégation de pouvoir? C'est-à-dire, c'est ça, à ce niveau-là que je dis qu'il est totalitaire. Vous étiez dans les anciens gouvernements, tout le monde connaissait qui était le ministre des Infrastructures, tout le monde connaissait qui était le ministre de la Justice, qui était le ministre de la Femme, parce qu'ils étaient tout le temps là, ils étaient tout le temps dit. On connaissait un certain. Aujourd'hui, les ministres qui sont les plus connus, c'est des ministres qui ont géré des scandales d'État. Tous les autres sont inconnus au bataillon. On ne les connaît pas. Parce que simplement, le président veut que tout se passe autour de lui. Les grands projets de l'État sont logés à la présidence de la République. C'est lui-même qui décide et qui tire les ficelles. Alors, ce qu'il y a de problématique à ce niveau-là, c'est qu'aujourd'hui, tous les projets qui sont gérés à partir de la présidence de la République échappent à toute forme de contrôle républicain. La Cour des comptes... En bien ou en mal? En mal. Parce que la Cour des comptes ne contrôle pas l'exécution du budget de la présidence de la République. L'Assemblée nationale vote le budget du président de la République sans débat. Elle ne contrôle pas l'exécution justement des crédits qui sont inscrits au niveau de la présidence de la République. Donc, il n'y a aucun organe de l'État qui contrôle aujourd'hui le budget du président de la République. Et c'est ce même président qui exige la transparence de part et d'autre. Et qui s'était même engagé lorsqu'il était dans l'opposition, il avait dit, regardez encore, qu'il va, lui, quand il sera président de la République, il va accepter que la Cour des comptes vienne vérifier les comptes de la présidence de la République. Excusez la Moussa Tine, président de l'Alliance démocratique Pencho, vous êtes juriste, politiste. Moussa Tine, aujourd'hui, le fichier électoral, parlons-en, aujourd'hui objet de divergence très profonde, majeure même. Mais pourquoi? Comment en est-on arrivé là? Qu'on a du mal à trancher ce débat, de trouver une solution à la problématique du fichier, notamment dans les démocraties modernes, même en Afrique aujourd'hui. Quel est le problème finalement? Alors, tous les régimes qui arrivent confectionnent de nouvelles cartes d'identité, de nouvelles cartes d'électeurs. Tous les régimes qui sont arrivés l'ont fait. Oui. On nous a donné toutes les garanties sur le fichier électoral. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il serait bienvenu que le fichier ne soit plus géré par le ministre de l'Intérieur, mais qu'il soit géré par un organe indépendant, avec des membres de cet organe qui sont nommés de façon indépendante, qui relèvent vraiment de la société civile, qui peuvent revendiquer une éthique dans la vie publique et qui donnent toutes les garanties d'indépendance vis-à-vis justement de l'État. Et de tous les groupes d'ailleurs, que ce soit les gens de l'opposition, les gens de trucs, il faut quand même qu'on parvienne justement à faire cela. Et nous avons eu énormément de décisions, nous avons eu tellement de choses à ce niveau-là. Rappelez-vous que la première fois qu'on a nommé un président de l'ONEL en son temps, je pense que c'était le général Nia, c'est le président Djiboka qui a saisi justement la Cour suprême, il avait annulé la Cour, plutôt elle avait annulé justement cette nomination du fait de la proximité du général avec la famille présidentielle. Nous avons dès le départ posé justement les jalons pour parvenir à avoir un organe indépendant de contrôle et de supervision des élections. Aujourd'hui, il faut aller plus encore. Il faut faire plus que ça encore. Il faut parvenir à renforcer les pouvoirs de la Sénat et lui confier tout ce qui relève de la transparence des élections. Parce que ce qu'on oublie aussi, c'est que l'argent qu'on met dans le fichier électoral, l'argent qu'on met pour confection de nouvelles cartes nationales d'identité, c'est des ressources publiques. C'est de l'argent qui appartient aux Sénégalais. C'est de l'argent qui aurait pu aider à régler les problèmes de chômage au niveau de la jeunesse, à nous donner un plateau technique, à nous donner plus de salles de réanimation dans nos hôpitaux, à nous donner plus de stades qui sont homologués justement par la CAF et par la FIFA, à nous permettre à nos jeunes brillants dans les différents secteurs de l'innovation, du digital, de pouvoir développer des projets à créer justement des emplois. Notre démocratie, effectivement, la démocratie coûte cher, elle a un coût, mais on peut rationaliser les dépenses qu'on y met. Oui, mais justement, parlons de la date de ces élections. En lieu et place de 2021 ou 2021, qui est votre préférence? Je voudrais d'abord dire deux choses. La première, c'est qu'au Sénégal, depuis 2016, tout report d'élection est illégal. Ah oui? Oui. En quoi? C'est le Conseil constitutionnel qui l'a décidé. Lorsque le président a saisi le Conseil constitutionnel pour lui demander la réduction de son mandat présidentiel,
le Conseil a rendu une décision de 2016 dans laquelle le Conseil dit qu'à partir de maintenant, quelles que soient les circonstances, il est interdit au Sénégal d'augmenter et de diminuer la durée des mandats. C'est pour ça que d'ailleurs, je pense que nos parlementaires ont raté de belles occasions de donner au Conseil constitutionnel l'opportunité de donner corps à cette décision qui a été rendue. Et je pense qu'il faut trouver le prétexte mais à la prochaine occasion. Pourquoi les députés de l'opposition ne l'ont pas fait? Je ne sais pas. Je n'ai pas. Vous êtes de l'opposition. Oui, est-ce que vous leur avez émis l'idée? La proposition. Oui. J'en ai parlé à certaines personnes. Je n'étais pas d'ailleurs le seul. Il y a beaucoup de gens qui ont pris l'initiative de dire à certains qu'il faut saisir le Conseil constitutionnel à ce niveau-là. Sauf que, pour le problème justement du report des locales, le gouvernement n'a pas agi par texte, il a agi de fait. Il a toujours créé les conditions de fait pour que les élections soient reportées. Aujourd'hui, si vous décidez d'organiser les élections demain, ce n'est pas possible pour une raison bien simple, parce qu'il faut d'abord une révision ordinaire des listes électorales, premièrement. Deuxièmement, il faut le temps de la préparation de l'élection locale. Troisièmement, il faut justement aussi, et ça prend beaucoup de temps, le temps justement de confectionner les bulletins de vote, puisque le gouvernement ne veut toujours pas de la liste unique dans notre démocratie. Oui. Donc, c'est la première chose. La première chose, c'est que tout report d'élection dans notre pays est un report illégal. Et il ne faut pas aussi que les gens pensent reporter les élections législatives. J'en ai entendu des arguments. Cet argument est totalement faux. Dire que nous avons un régime présidentiel et que dans le régime présidentiel, il faut travailler à faire coïncider les élections législatives et les élections présidentielles, c'est totalement faux. Pourquoi? Quel que soit le motif. Quel que soit le motif, c'est faux. Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Parce que dans le cadre d'un régime parlementaire, où il y a en fait la motion de censure, la question de confiance, le droit de dissolution, c'est-à-dire que où le gouvernement l'Assemblée nationale peut provoquer la démission du gouvernement, oui, vous pouvez dire que s'il n'y a pas une coïncidence entre la majorité présidentielle, gouvernementale et la majorité parlementaire, il y a des risques d'instabilité. D'accord. Mais dans le cadre d'un régime présidentiel, tel que Macky Sall l'a institué juste après l'élection présidentielle, il a supprimé le droit de dissolution, la question de confiance, la motion de censure. Ça veut dire que même s'il y a une autre majorité différente de la majorité APR, cette majorité ne peut pas dissoudre ni provoquer la démission du gouvernement. En quoi il y a une incidence dans la stabilité du gouvernement qu'il y ait une majorité parlementaire différente de la majorité présidentielle. Il n'y en a pas du tout. C'est des arguments qu'on est en train d'avancer pour légitimer un projet à objectif politicien. C'est totalement faux. D'ailleurs, aux États-Unis, on organise des élections à mi-mandat, qui est une façon d'ailleurs de mettre la pression sur le président de la République, qui est obligé de travailler et de se donner les moyens de performance, parce qu'il sait qu'à mi-mandat, il a des échéances et il est obligé justement de faire en sorte d'être efficace, d'être efficient, d'obtenir très rapidement des résultats pour pouvoir justement gagner les élections à mi-mandat. Ce serait très bien qu'on puisse y arriver. Et pour vous, c'est moins le justificatif que l'opportunité. Je n'en vois d'ailleurs aucune opportunité. Vous avez des gens, et surtout pas moi j'ai été à l'Assemblée nationale. Quand Wade a prorogé le mandat des députés, j'ai préféré quitter l'Assemblée nationale. Donc, parce que je considère que la démocratie, c'est aussi des échéances. À l'époque, on parlait de rotation au niveau de l'Alliance du FDL. Non, si c'était la rotation, j'allais partir bien avant. Je suis parti le 30 juin quand j'ai bouclé mes 5 ans de mandat au niveau de la présidence, au niveau de l'Assemblée nationale. Je suis allé, j'ai déposé ma voiture au niveau de l'Assemblée nationale, j'ai fait annuler justement mon titre et j'ai fermé le compte dans lequel on virait mon salaire. J'ai même quitté le pays pendant un mois. Parce que seulement j'ai été à l'Assemblée pour 5 ans. J'ai été élu pour 5 ans. Je trouvais que ce n'était pas conforme à l'éthique politique que l'Assemblée nationale puisse elle-même décider de proroger le mandat de ses oui, mais et si le président de la République qui doit trancher le débat, ce même président de la République vous dit, tiens, demain, on va aller aux élections. Vous seriez prêt à y aller? Oui, parce que les gens se sont préparés plusieurs fois pour les élections. À la limite d'ailleurs, ce qui est en train de se faire, les différents reports ont faussé justement les stratégies politiques ici et là. Aujourd'hui, par exemple, personne n'ose s'investir en politique parce que l'opposition se dit que c'est une course de fond. Je ne peux pas aujourd'hui me déployer en temps plein sur le terrain politique parce que si je le fais, effectivement, au final, je serai suffisamment essoufflé, très essoufflé et je ne pourrai pas être performant lors justement de l'échéance. Donc, il est important, et je reviens à votre question, en démocratie, que la date de l'élection, du scrutin soit connue.
il n'est pas normal que seul le président de la République soit dans le secret des choses. Parce que ça fausse justement l'égalité et le jeu démocratique. Le jeu démocratique, oui. C'est justement à ce niveau-là que ça pose un certain nombre de problèmes. Donc, il est important et absolument important dans une démocratie que les différents acteurs politiques aient accès et le même niveau d'information sur l'organisation des échéances et sur la tenue des échéances électorales. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Et au-delà de ça, il y a effectivement aussi d'autres projets qu'il y a derrière. La crainte aujourd'hui de l'opposition, c'est quoi? C'est qu'on accepte que les élections soient poussées en 2022 et qu'après, les gouvernements nous disent que les délais sont trop courts pour organiser des élections législatives. Et j'ai l'impression même qu'aujourd'hui, on est dans le même débat. C'est-à-dire qu'on est en train de créer des réformes qui risquent de nous obliger au final à accepter un autre report des locales. On va perdre peut-être un mois et demi sur l'histoire de Sangalkam pour arriver à consolider ou à ne pas consolider un accord de presse. Ensuite, on va envisager un autre département. Ensuite, on va dire, oui, il y a telle réforme qui est envisagée dans le cadre justement des trucs. Il faut que le gouvernement ait le temps de faire passer les textes au niveau de l'Assemblée nationale et de prendre les dispositions. Ensuite, on se rendra compte qu'on est à 2 mois maintenant et on dira, oui, on ne peut plus tenir les élections locales à ce niveau-là. Et il faut aussi envisager le report des élections législatives parce que c'est trop lourd d'organiser les deux choses et budgétairement, on ne peut pas tenir les mêmes élections. C'est ce calcul politicien-là qu'il faut arrêter. C'est ça, en fait. En démocratie, celui qui gère le pouvoir doit juste accepter les règles du jeu politique. Alors, Moussa Tine, aujourd'hui, c'est le temps aussi des alliances qui sont nouées ça et là en perspective des élections locales. Au niveau de votre formation de Alliance démocratique Pencco, où est-ce que vous en êtes? On a vu de l'autre côté APR Rewmi, l'idée est agitée en termes d'alliance. De votre côté, qu'est-ce qui se fait présentement? Alors, je considère que nous n'avons pas le choix. Je veux dire les choses très clairement. Oui. Nous n'avons pas, premièrement, pas le choix. Deuxièmement, nous avons une responsabilité historique, tous. Que ce soit nous autres, que ce soit Khalifa Sall, que ce soit Ousmane Sonko, que ce soit les gens du PDS. Nous avons une responsabilité historique. C'est irréversible. Nous avons relevé un certain nombre de choses sur la vie publique. Les Sénégalais se sont engagés à nos côtés. Les Sénégalais même en sont morts. Nous avons indiqué une voie et nous avons dit aux uns et aux autres qu'il faut qu'on se donne les moyens d'arriver au pouvoir et de faire en sorte d'apporter toutes les réformes qui sont attendues par les Sénégalais parce que nous savons ce qu'il faut faire pour ce pays-là. Nous le savons tous. Macky Sall le sait mieux que nous. Macky Sall sait ce qu'il faut faire aujourd'hui pour rendre la justice indépendante. Macky Sall sait ce qu'il faut faire aujourd'hui pour avoir une gouvernance rationnelle et transparente. Macky Sall sait justement ce qu'il faut faire aujourd'hui pour avoir un budget d'abord performant dans son exécution, transparent dans les modalités justement de sa mise en œuvre. On le sait tous. C'est pas le cas? Ce n'est pas le cas. Et si ce n'est pas le cas, pourquoi? Est-ce que les mêmes causes ne peuvent pas produire les mêmes effets pour vous aussi, une fois au pouvoir? Oui, c'est pour cela que... Et quelle est l'alternative? L'alternative aujourd'hui, ne faites confiance à personne. Mais c'est clair. Parce que l'homme est corruptible par l'exercice du pouvoir. Clair, au regard de vos trajectoires différents les uns des autres par rapport au pouvoir. Exactement. Et c'est pour ça qu'à partir de ce moment, la conséquence, c'est que la solution pour tout le monde, c'est de parvenir à faire des réformes institutionnelles qui fassent que même si demain, moi, je veux corrompre un juge, que je n'ai pas les moyens de le corrompre. Mais que même si demain, moi, je veux prendre sur les caisses de l'État pour financer ma campagne électorale, que ça ne soit pas possible parce qu'on aura posé un certain nombre de procédures, d'actes, organisé notre État de sorte qu'on ne puisse pas parvenir à faire un certain nombre de choses. Mais alors la question est là. Allez-vous justement contracter une alliance, une grande alliance en perspective des locales ou comptez-vous vous y aller seul? Non, c'est ça que je tiens à dire. D'abord, nous sommes à Tahaou, Sénégal. Premièrement. Deuxièmement, je dis, il est d'une responsabilité historique pour Tahaou, Sénégal, pour PASTEF, toute l'opposition, de parvenir à mettre en place une coalition aussi bien pour les locales que pour les législatives. Et avec les autres forces, que ce soit Abdoumbaye, c'est pas aisé. Mais pas du tout. Convenez avec moi que c'est pas aisé parce que l'expérience dernière des précédentes élections l'ont démontré. C'est pour ça que nous sommes des leaders. C'est pour ça que nous entendons et nous affirmons la volonté de diriger ce pays. Ce n'est pas facile. Ce n'est jamais une chose facile.
Ce que nous devons tous apprendre à faire, c'est à nous dépasser en tant que projection personnelle, à transcender nos intérêts personnels et les intérêts partisans des uns et des autres pour parvenir, pour une fois, au Sénégal. Nous devons au Sénégal. Nous devons à tous qui sont morts depuis l'histoire, depuis 2012, ceux qui sont morts lors des derniers événements. Nous devons aujourd'hui à tous ces journalistes qui se battent aujourd'hui, qui ont fait une marche récemment pour avoir une liberté d'expression dans ce pays. Nous le devons à ces magistrats qui se sont réunis pour la première fois dans notre pays pour dénoncer leurs conditions, pour dénoncer les agressions justement à l'indépendance de la justice dans notre pays. Nous devons à ceux qui sont élus aujourd'hui au niveau des collectivités territoriales, nous devons à ceux qui sont élus au niveau de l'Assemblée nationale, qui veulent porter un combat démocratique, un combat d'amélioration de notre situation institutionnelle. Nous devons cela à tout cela, nous devons cela aux syndicats qui se battent tous les jours pour améliorer justement les conditions des travailleurs. Oui. Nous le devons à toutes ces organisations de la société civile qui se battent pour que les ressources de l'État soient équitablement distribuées et que chaque Sénégalais puisse justement bénéficier de l'accompagnement et du soutien de l'État dans ses activités quotidiennes. Au nom de tout cela, nous devons parvenir, quels que soient les prix politiques pour les uns et les autres, nous devons parvenir à faire en sorte que d'avoir cette alliance entre les grands en face justement du pouvoir. Est-ce que vous restez optimiste quant à votre idée de départ de parvenir à cette grande coalition? Ah oui, d'abord parce que les discussions Qu'est-ce qui est déjà fait? Les discussions sont entamées, elles continuent. Et sur les principes, nous avons tous pris conscience de cette nécessité et nous nous sommes accordés aussi sur les principes à aller justement vers cette coalition-là. Mais c'est des coalitions au niveau local ou... Comment cela va se dessiner? Oui, par expérience, il faut d'abord des candidatures au niveau local. Oui. Vu la nature de ces élections. C'est souvent très difficile d'avoir à partir du sommet pouvoir à impulser la nature des coalitions au niveau local. En tout cas, pour les élections locales. C'est souvent extrêmement difficile parce que souvent les réalités locales sont autres que le vécu et la perception que nous en avons au niveau national. Mais il est important simplement que sur le principe, que ça soit fait, que sur un certain nombre de départements phares où nous avons les leaders, que ça soit fait. Et il est important effectivement surtout que pour les législatives, par contre, de façon inéluctable, qu'on parvienne à avoir une coalition entre les différentes formations politiques ou les différentes coalitions de partis politiques. D'ailleurs, il y va de beaucoup de choses. Il y va de beaucoup de choses. Aujourd'hui, les gens me posent souvent la question de la situation de Khalifa Sall. J'ai dit, mais la meilleure façon de régler la situation de Khalifa Sall, c'est de parvenir à avoir une majorité au niveau de l'Assemblée nationale. La question de Karim Wade, la meilleure façon de parvenir à régler ça, c'est de parvenir à avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Que ce soit une amnistie, ou que ce soit une révision de la Constitution, ou que ce soit... Tout ça, ça passe justement par cela. Donc, au-delà justement de cet intérêt même citoyen, de simple citoyen, et de l'intérêt pour les citoyens, il y a effectivement aussi un intérêt stratégique à parvenir au moins à remettre les choses à zéro. Oui, parce que les élections législatives précèdent les présidentielles. Absolument, c'est en 2022. Oui, mais en attendant... C'est ça l'avantage du calendrier que nous avons. Oui, mais justement, en attendant, il y a les élections locales. D'abord, ces élections locales, vous, Moussa Tine, les yeux dans les yeux, est-ce que vous comptez prendre part à ces élections, notamment déclarer votre candidature justement? Je suis candidat à la mairie de la ville de Thiès. Prochaine. Thiès, et je me prépare à ça. Thiès je suis candidat à la mairie de la ville de Thiès. Ah, c'est la déclaration officielle. Elle est officielle. Je vous le dis officielle. Oui. Je vous l'annonce. Je suis candidat à la mairie de la ville. Et quelle est la motivation? J'ai regardé ma ville. Écoutez, pendant très longtemps, j'ai eu des gens qui m'étaient très proches. Sérieusement, très proches. Pour notre parcours politique, par les affinités que nous avons eues, mais aussi par l'amitié qui nous a liés. Et j'ai dit, et ils le savent, j'ai dit à ces gens, tant que vous êtes là, je ne viendrai pas vous gêner dans votre... Notamment l'actuel maire. L'actuel maire, mais avant lui, Diatara aussi est mon frère. Diatara, c'est vraiment un frère, on a effectivement des connivences énormes. Aujourd'hui, je considère que chacun d'eux a eu sa chance. Je sais, moi, ce que je peux apporter à cette ville. Mais Diatara peut se présenter.
Talla Sylla peut se présenter. Oui. Idrissa Seck peut se présenter. Il peut Mais tous qu'est-ce se qui a présenter. changé si au Ce qui départ a changé, vous ne vouliez pas gêner, aujourd'hui qu'est-ce qui a changé? Non, ce qui a changé, c'est que d'abord, eux, aujourd'hui, ils sont dans autre chose, ils sont dans une autre logique, ils n'appartiennent plus, ils ne sont même plus du même camp que moi, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que aussi chacun d'entre eux a eu le temps de faire justement, de réaliser des choses. Il est arrivé votre heure, vous. Exactement. Je pense aujourd'hui que j'ai les bagages et j'ai une vision, j'ai une perspective pour la ville de Thiès. J'ai une proposition pour mes compatriotes de Thiès. J'ai un programme pour la ville de Thiès. J'en ai déjà parlé. J'ai un programme. Je veux faire de Thiès une ville verte, une économie verte, une ville verte du point de vue écologique. Je ne peux pas décliner tout cela ici. Avec justement une perspective qui recoupe justement l'historicité de Thiès. Vous avez vu ce qu'on a dit récemment, les cassandras qu'on est en train de couper. Je suis allé à Thiès, la place de Prince, j'ai vu que c'est devenu aujourd'hui un parking. Thiès qui était la ville la plus propre, la plus organisée, de larges voies, de larges est devenue aujourd'hui c'était la seule ville qui avait l'avenue sans soleil, l'avenue avec la maison de Jean Collin et autres. Donc il y a en fait une perspective, il y a une possibilité de transformer cette ville, de reconstruire cette ville-là, d'en faire une ville phare et qui crée même des emplois pour les jeunes de la ville. Il est possible de créer une dynamique interne justement à cette ville-là, à lui donner une âme, une histoire, une perspective. On ne va pas déflorer le contenu de votre programme. Le moment viendra où ce sera fait avec justement tous les candidats autour des débats ici sur la 98.5 et dans nos différentes stations régionales. Moussa Tine, maintenant c'est clair que vous êtes candidat lors des prochaines élections locales, mais aujourd'hui il y a la question femme. Quand je pose la question femme, c'est autour de la notion de la parité. Déficit des femmes à la tête des municipalités. Alors, quelle place de choix leur accorderiez-vous si vous êtes élu maire de la ville de Thiès? Alors, je vais vous dire trois choses. Oui. Nous avons énormément de défis à relever sur la question du genre. Les uns et les autres savent ce qui était mes objections lorsqu'on a voulu mettre en place la parité par décret. J'ai dit que ça n'allait pas être opérationnel, que ce n'était pas forcément une bonne décision. Je loue le travail qui a été fait et qui est fait aujourd'hui, d'abord par les femmes qui sont engagées en politique, toutes, qui ont indiqué la voie et qui ont assuré des leaderships dans leur localité, incontestables. Que ce soit Aïda Mbodj, que ce soit Amine Total, que ce soit Amine Menguiaye, que ce soit d'autres personnes qui ont assuré juste Aïssata Tall Sall, que ce soit aujourd'hui Aïssatou Fall avec Khalifa, que ce soit Ndeye Diouf ici et là. Je veux pas citer Ngone Meng, Soham Wardini qui est devenue aujourd'hui maire de Dakar, la première femme maire de Dakar, la première femme qui a été présidente de conseil de communauté rurale d'ailleurs, dans le département de Mbou et autres. Donc, il y a eu un travail précurseur qui a été accompli par un certain nombre de femmes. Par contre, aujourd'hui, nous devons aussi travailler sur le leadership justement des femmes. Il faut d'abord les libérer. Il faut que les uns et les autres acceptent de compétir justement avec les femmes. Ce qui va changer avec ces élections-là, et c'est à ce niveau-là qu'il y a un problème, c'est qu'au niveau justement du dialogue national, on a décidé que le candidat maire va être connu. Ça ne va pas être après quelqu'un qui va être élu par le conseil municipal. C'est quelqu'un qui va décider lui-même d'être candidat à la ville de Thiès, à la ville de Dakar, à la ville de Pikine, à la ville et autres. Donc, c'est une responsabilité individuelle d'être candidat à la mairie d'une ville. Donc, au moins à ce niveau-là, il faut dire que toutes les femmes ont le droit et la possibilité d'être candidat à une mairie. Ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de personne, ça dépend de la responsabilité de chacune. Par contre, maintenant, l'engagement qu'il nous faut tous prendre, c'est que s'il faut demain maintenant mettre en place un conseil municipal ou préparer une liste, d'ailleurs la loi nous y oblige, mais il faut en avoir la lecture la plus sereine et la plus juste. C'est-à-dire qu'il faut que la parité aussi joue dans la distribution des responsabilités au niveau justement des différentes collectivités territoriales. Et je m'y engage. Vous avez votre engagement, vous l'avez décliné, vous l'avez acté. Mais aujourd'hui, Moussa Tine, il y a un problème également autour de l'arrêt de la CEDEAO, de rappeler à 2 reprises, il faut le dire, ça c'est la tradition, le Sénégal a été rappelé à l'ordre dans le cas de Khalifa Sall, mais également il y a le parrainage. Comment, d'abord sur le principe, jugez-vous l'arrêt qui a été
publié par la CEDEAO sur le principe? Alors, la première chose que je voudrais relever, vraiment, c'est qu'il y a quelque chose qui interpelle le président Macky Sall. C'est quoi? Et ça l'interpelle d'abord à un niveau strictement individuel. C'est le juriste qui parle ou Oui, c'est le politique qui parle ou les deux à la fois? C'est le politique qui parle d'ailleurs. Oui. À un niveau individuel. Ça l'interpelle en tant qu'il est chef de l'État et ça l'interpelle dans l'exécution de sa gouvernance, la gouvernance Macky Sall. Toutes les fois qu'il a pris une décision au Sénégal, la décision querellée ici, les juges lui ont donné raison. À chaque fois qu'on est allé à l'international, il a perdu. Tous les contentieux à l'international, son régime les a perdus. Et ça doit l'interpeller. Ça veut dire au moins une chose, c'est qu'il n'est pas conforme aux principes de gouvernance moderne. Les grands idéaux, les grands principes qui sont aujourd'hui défendus au niveau des juridictions internationales, la gouvernance de Macky Sall ne s'y conforme pas. Il a été plusieurs fois condamné dans l'histoire de Khalifa Sall, plusieurs fois condamné dans l'histoire de Karim Wade, plusieurs fois condamné dans l'histoire aujourd'hui du parrainage. Et il va encore être condamné dans bien d'autres choses. À chaque fois qu'on est à l'international, le régime actuel perd. Ça interpelle. Nous ne sommes plus dans un Sénégal clos, avec un président qui règne sur tout le monde, qui est capable d'impulser sur toutes les décisions et d'influer sur toutes les décisions. Mais possible. Celui qui a introduit justement cette plainte-là, Maître Tine, mais a parlé d'illégitimité du président Macky Sall. Heureusement que d'ailleurs la Cour n'a pas tiré cette conséquence-là. Oui, en termes de pour conséquences, des raisons statutaires, oui. Mais oui, le président aujourd'hui n'est pas un président illégal, mais il est un président illégitime. Oui. Pour la bonne et simple raison que aujourd'hui, cette décision montre que le principe qu'il avait posé, le mécanisme qu'il avait posé pour sélectionner ses candidats et les candidats qui allaient participer à l'élection présidentielle, par d'abord un double mécanisme, les mécanismes judiciaires et légaux, et ensuite le mécanisme du parrainage qui a écarté un certain nombre de candidats, et le mécanisme légalo-judiciaire qui a écarté les candidatures de Khalifa Sall et de Karim Wade. Tout cela, aujourd'hui, la décision qu'il a prise montre qu'il n'a pas été le candidat légitime, qu'il n'a pas organisé une compétition loyale vis-à-vis. Au niveau de son camp, ils ont rejeté l'argument. Alors, oui, le constitutionnaliste, oui. Quand on gouverne, il y a quelque chose qui est important. C'est la dignité et la responsabilité du dirigeant. Khalifa Sall n'était pas d'accord avec la décision rendue par le Conseil constitutionnel. La décision s'est appliquée à lui. Il n'était pas d'accord avec la décision rendue par Lamotte. Contestable, ça s'est appliqué à lui. La décision rendue par Demba Kandji, ça s'est appliqué à lui. L'Assemblée nationale a rendu une décision sur la levée de son immunité parlementaire. La décision a été battue en brèche par la CEDEAO. Le juge a refusé de s'y conformer. Khalifa Sall, ça ne sert absolument à rien pour ces gens-là de dire qu'ils sont d'accord ou qu'ils ne sont pas d'accord, alors qu'ils ont, d'ailleurs, ils ont totalement tort. La décision rendue par la CEDEAO est d'une pertinence intellectuelle et judiciaire extraordinaire. Et ça va être discuté et discuté dans les facultés de droit. Il faut arrêter ces choses-là. Oui. Il faut arrêter d'accepter une décision selon que ça vous arrange ou que ça ne vous arrange pas. Il faut arrêter ces choses-là. Il faut avoir cette dignité du dirigeant. Quel que soit ce qui peut se passer, quelle que soit leur conception, quel que soit ce qu'ils peuvent en dire, la loi est ce que le juge dit qu'elle est. Finalement, on a saisi un juge, ils ont été représentés à ce procès, ils ont perdu le procès, ça n'allait pas être leur attitude s'ils avaient gagné le procès. Finalement, défiance ou manque de considération à l'égard de la CEDEAO. Non, c'est manquer d'esprit républicain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a deux choses. Et ça va être malheureusement le bilan de Macky Sall énorme. Il y a deux choses aujourd'hui qui font notre pays moderne, le Sénégal moderne. C'est un Sénégal décentralisé. La décentralisation n'a plus aucun sens sous la gouvernance de Macky Sall. C'est un Sénégal ouvert sur le monde, sur la communauté CEDEAO, sur l'UEMOA, sur l'Afrique, qui sont des principes énoncés par notre constitution. À ce niveau-là aussi, le Sénégal a toujours joué un rôle de leadership. Son prédécesseur, Abdoulaye Wade, Abdou Diouf, Senghor, et récemment Abdoulaye Wade disait « Je ne serais même pas moi gêné à être le gouverneur du Sénégal ».
dans le cadre d'une Afrique unie. Ce que nous sommes aujourd'hui en train d'impulser au niveau de la CEDEAO, au niveau de la communauté, avoir une carte nationale d'identité communautaire, pouvoir se déplacer chacun dans le pays de l'autre, libre circulation des biens et des personnes. Dans le cadre de l'UEMOA, ce que nous sommes en train de faire, les décisions qui ont été rendues ici et là, le Sénégal doit aujourd'hui assurer son leadership panafricain et accepter justement l'application de toutes ces décisions-là, parce que c'est ça qui reste après quand on sera plus là. Et oui, cette question également qui hante le sommeil des Sénégalais. Je veux parler du foncier. Du foncier, Moussa Tine, président de l'Alliance démocratique Pencho, les contestations et autres bagarres autour du foncier empestent la vie publique. Comment expliquer, M. Tine, qu'on ne puisse pas résoudre une fois pour toutes la question du foncier? C'est ça que je disais tout à l'heure. Nous avons aujourd'hui, et il faut le savoir, il y a une crise de la démocratie représentative. Nous ne sommes plus à l'époque où on disait que le décidé, ça c'est fini. Il faut impliquer les populations dans leurs décisions. Heureusement maintenant, et je l'ai lu aujourd'hui, que le chef Babacar Ngom a décidé lui-même de céder et de renoncer à 300 hectares contentieux. Mais sur la gouvernance, nous avons aujourd'hui créé des castes de privilégiés sur le foncier. Et ce n'est pas seulement en zone rurale, contrairement à ce qui est dit. À Dakar, c'est la même chose qui se passe. Dans nos villes, c'est la même chose qui se passe. Et ça va avoir des conséquences d'ailleurs sur l'économie et sur le coût du loyer. Le coût du loyer. Pourquoi? Vous avez aujourd'hui... Alors, très rapidement, nous avons le principe d'égal accès de tous aux ressources du pays. C'est ça. Donc, si ça, demain, c'est la Constitution. Oui, si demain nous devons faire un lotissement sur les aéroports, est-ce que toi tu es au courant, Baye Omar? Personne n'est au courant. C'est des privilégiés qui vont aller déposer un dossier et être attributaires justement des terrains qui sont distribués par l'État. Pourquoi la femme qui habite à Kharial, qui a 7 enfants, ne peut pas aujourd'hui bénéficier d'un terrain en bail de l'État? C'est les mêmes personnes. Pendant ces 25 années-là, on a donné les terrains, les parcelles aux mêmes personnes. Mais regardez, les autres de nous, à la cité Korgorgi, c'est déjà... Exactement, et personne n'est au courant quand on les donne. Et aujourd'hui, on nous dit que l'État, va prendre ces terrains-là et va aller les vendre. Aujourd'hui, il y a 3 mois, le prix du terrain à Dakar, ou 4 mois, le prix du terrain, c'était autour de 40 millions, 50 millions, les 200 mètres carrés. L'État a décidé de vendre ces terrains à 80 millions de francs. Et les gens deviennent multimilliardaires à partir justement... Exactement, oui. Donc, on vend le terrain à 80 millions. Oui. Vous levez demain, un jour. Si aujourd'hui, vous voulez acheter un terrain, vous allez voir votre banque. La banque vous fait 40 millions, vous achetez un terrain, vous faites un projet, vous habitez au rez-de-chaussée, vous rendez, vous louez le reste. Aujourd'hui, le terrain ne coûte plus 40 millions, il va coûter 80 millions. Vous êtes obligé donc d'aller emprunter 80 millions à la banque d'abord pour acquérir le terrain et emprunter peut-être aussi 60 millions pour construire le terrain. Donc, vous avez maintenant un plan d'amortissement sur 160 millions. Ce n'est plus 80 millions, c'est 160 millions. Vous devez trouver... Et donc, à partir de ce moment-là, si la banque vous dit que vous devez payer en 10 ans, l'appartement qui est coûté en location 200 000 francs va passer à 400 000 francs. Donc, la volonté même affichée par le président de la République de procéder à la diminution des coûts des loyers dans notre pays, les décisions qui sont prises aujourd'hui vont en concours. Donc, nous ne réfléchissons pas. On n'a pas une intelligence de gouvernance. On prend des choses selon des intérêts ponctuels, des intérêts personnels et des intérêts d'enrichissement. Il nous faut aujourd'hui parvenir à mettre dans ce pays-là des gens qui savent ce que gouverner veut dire, des gens qui savent ce qu'il y a lieu de faire, des gens qui savent ce que les populations justement attendent de nous. On doit parvenir à avoir cette conception sacerdotale du pouvoir, ce que les mourides appellent le rythme. Il faut qu'on arrive à avoir des gens au pouvoir qui répondent justement et qui agissent en fonction de ce principe. Moussa Tine, merci. C'est moi qui vous remercie. Pour rappeler à nos auditeurs qu'il était notre invité, Moussa Tine, il est le président de l'Alliance démocratique Pencho. En tout cas, ça a été un plaisir. Il était notre invité, il est juriste, il est politiste. Mesdames et messieurs, c'en est tout. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Également, un grand merci à l'équipe digitale à la tête de laquelle il y avait Aline Badra Sossé, Papa Yo. Merci à toute l'équipe. Au revoir et à dimanche prochain.